Donc, quand Sina Obedi m'a appelée pour, Nowruz, j'étais très contente et il m'a posé une question, intéressante qui était: est-ce que je peux lui parler des influences de mes voyages, ou de ma culture iranienne, sur notre architecture? Et il se trouve qu'effectivement, nous avons travaillé depuis très longtemps, depuis notre diplôme avec, Joe Veron, mon associé. Nous avions travaillé sur, la notion de la civilisation des eaux cachées, qui est la civilisation iranienne, et sur les Qanats, dans le désert. Et dans les années, 2010, nous avons entrepris un voyage pour, aller visiter les villes, qui entourent le désert et pour voir ça de plus près, après avoir travaillé, sur l'eau, précisément, à Yazd. Et cette photo que vous voyez là, c'est la ville de Noïne, que nous avons traversée entre autres. Et là-dessus, hem, pour moi, c'est la démonstration d'un travail que j'avais découvert, à travers les écrits de Dariush Shoyegan, grand philosophe iranien qui malheureusement nous a quittés en 2018, au sujet du tissu urbain persan. Et lui, il a développé, dans un livre, d'entretien avec, Ramin Jahanbeglou, un texte qui s'appelle «La réminiscence des espaces perdus». Et dans ce texte, il nous parle, au sujet du phénomène de ta'vil, qui est le dévoilement du cachet et qui est le passage donc de l'apparent, à l'occulte. Et ce phénomène, des niveaux multiples de l'art persan, mais qu'on retrouve, à travers lui. J'avais découvert, les différents niveaux justement d'influence de ce phénomène de ta'vil, qui est également au niveau de, la miniature persane, du tapis persan, surtout les tapis, turcs, d'Azerbaïdjan, d'Iran, et à travers la poésie et finalement l'architecture persane. Donc j'ai voulu, m'appuyer là-dessus, pour vous expliquer un peu ce tissu urbain et vous allez comprendre, comment on en arrive au mot ta'vil et son intérêt dans l'architecture. Donc la différence entre l'esthétique moderne et l'esthétique persane est aussi perceptible dans les configurations du tissu urbain, puisque le tissu urbain en Perse est l'inverse de ce qu'on peut voir en Occident. Pour mieux comprendre cette différence, Dariush Shoyegan s'appuie sur les écrits de l'auteur suisse Henri Sterlin, qui a écrit le livre formidable qui s'appelle Isfahan, Image du paradis. L'auteur y développe une analyse très pertinente des différents niveaux du tissu urbain et Isfahan, qu'on peut aussi observer dans d'autres villes autour du désert, comme celle-ci. Quand vous visitez une ville comme Isfahan ou Noïne, vous découvrez tout d'abord une sorte de sol artificiel constitué par les toits et les briques de tous les bâtiments. On n'y est jamais au premier niveau, comme si la ville a été construite sur un second niveau pareil à une dune de sable. Ici, on voit très clairement cette nappe. À partir de là, on est confronté aux protubérances et aux trous. Ce sont soit des protubérances des minarets, des tours de vent, des coupoles, soit les trous des cours ou des jardins, des maisons ou des madrassés. C'est par conséquent le vide qui donne sa forme à l'espace urbain. Là aussi, on retrouve le phénomène des niveaux multiples, le niveau artificiel, les protubérances et les chutes qui semblent suggérer en quelque sorte l'arc d'ascension et de descente, voire la remontée et la chute.
Je lis son texte parce que je pense que c'est plus intéressant de vraiment, voir comment il a structuré, ce court texte. En outre, dans une ville comme Isfahan, on a l'impression d'être toujours entouré. On va d'un espace clos à un autre espace clos, comme si on pénétrait dans le labyrinthe d'espaces de plus en plus repliés sur eux-mêmes. À l'inverse de ce qu'on peut observer en Occident, dans le tissu urbain persan, ce sont les vides qui forment des îles et non les pleins des édifices. Ces vides, ces îles, ces niveaux variés permettent des effets de surprise et de transition inattendus. L'ombre fraîche d'un abri intime, le jeu des lumières dansant à travers les fenêtres ajourées, le surgissement soudain d'une coupole bleue apparaissent comme une vision enchantée. Tous ces espaces savamment agencés créent une variété d'états d'âme qui fait de l'espace urbain une initiation aux différentes présences de l'être. Alors, effectivement, c'est très frappant quand on voit cette photo qu'on a prise d'en haut d'une mosquée. Ce qu'on observe, ce sont ces enclos autour des jardins du délice, le paradis, qui étaient la plupart des grenadiers, des vergers de grenades, qui sont jalousement gardés. Les murs sont suffisamment hauts pour que la curiosité ne puisse pas passer sa tête. Ce qu'on voit, c'est que cette nappe, elle couvre vraiment la ville. Ici, dans cette rue, vous devez passer par ces passages couverts pour traverser la ville. Et vous voyez les petits dômes des maisons, les tours de vent et quelques minarets au plus loin et les dômes qu'on devine, des mosquées. Là, je vous ai mis une illustration donc de la miniature persane avec toujours cet enclos autour du paradis qui est finalement l'oasis persan. L'oasis, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un carré de verdure au milieu du désert ouvert, c'est un carré qui est dans un enclos et le mot paradisa vient d'une traduction de mot enclos. Et au milieu de ce jardin, il y avait toujours un kiosque. Ici, on peut observer les gens qui marchent. C'est un espace de promenade, marchent sur cette deuxième strate qui sont les toits et qui sont constitués. Ce qui est super intéressant, c'est comment ce sol devient toit et c'est finalement la terre du désert qui devient brique et qui constitue ces toits. Depuis le niveau de ce toit, on peut descendre à des strates inférieures ou supérieures pour créer les autres couches, monter, grimper sur les dômes d'une mosquée pour regarder autour. Et de temps en temps, à travers cette couleur homogène de la terre, on voit quelques ornements qui apparaissent au niveau des minarets. Bien que dans les villes du désert, contrairement à Isfahan, il y avait très peu d'ornements à l'extérieur des dômes et c'est plutôt à l'intérieur que le raffinement du travail des mosaïques commence à apparaître. Ici, on peut observer les différentes strates de ce travail de croûte terrestre qui se superposent dans la ville, que vous allez voir de plus près à travers la mosquée Robozorg de la ville de Koshan. Ces photos sont de cette mosquée, la ligne du toit étant à ce niveau-là. Ici, c'est le sous-sol. Ça, c'est le niveau supérieur et encore le niveau de la coupole plus haut. La mosquée Robozorg est plus connue sous le nom de la Madressé Robozorg, a une entrée très modeste. Comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est pour les initiés, les gens du quartier qui viennent. On peut voir la figure domestique finalement des tours de vent qui vont rafraîchir des maisons.
et effectivement l'ornement quand même raffiné d'une entrée de mosquée de quartier. Quand on passe cette porte, on rentre dans une entrée couverte, comme ça se fait dans les mosquées et à travers, les Eyvan, on peut apercevoir, la mosquée qui est au fond. Déjà, c'est la première surprise parce que le dôme, on ne le voyait même pas de l'extérieur. Donc déjà, il y a une sorte d'effeuillage, il y a un phénomène donc de niveaux multiples et dynamique à travers la personne qui rentre dans cet espace et qui découvre petit à petit les choses. Au milieu de la cour, on devine une sorte de bosquet. On s'approche pour voir ce que c'est, mais en fin de compte, c'est la cime d'un arbre. Et ce qui se dévoile d'un coup, c'est cette madressée qui est bien cachée au cœur de cette mosquée, mais ce n'est pas un hasard, c'est un véritable agencement et réflexion autour de l'espace qui crée cet effet de surprise, qui pour moi est une vraie démonstration de ce phénomène de ta'wil dont je vous parlais. Donc cette cour avec, tout ce qu'il faut de l'architecture traditionnelle, persane, le bassin au milieu, les 4 coins de paradis qui ont plus tard en Occident donné au niveau de la croix du paradis des jardins des moines. Autour, il y a les chambres des étudiants coraniques et vous allez voir comment on accède à ces niveaux-là qui sont les niveaux pour aller à la mosquée et prier. Dans l'autre sens, quand on se retourne depuis la mosquée, on peut observer ces strates. Ici, c'est la porte d'entrée par laquelle on est entré. Sur le côté, on descend pour aller au niveau qui est la strate de la mosquée. Mais ça, ce petit niveau-là a été vraiment créé, c'est une sorte d'espièglerie de l'architecte pour faire durer notre suspense avant de voir cette cour, qui est un peu en surhauteur. On avance et c'est au milieu à peu près qu'on découvre que cette cour existe. Ce qui est très ingénieux qu'on peut remarquer ici aussi, c'est ces petits points blancs que vous voyez. Plus tard, je vous le montrerai avec un zoom. Ce sont des incrustations de marbre pour que cet espace qui est dessous soit éclairé. Il y a une attention particulière vers la lumière naturelle et le travail de l'ombre dans ces espaces. Ça, c'est une vue un peu plus au niveau de la mosquée. On voit que par le côté, on rentre dans la madrasa ou on peut continuer vers cette mosquée. Donc, voilà notre entrée et voilà la cour que je vous montrais avant la terrasse, avant de voir la cour de la madrasa qui est bien cachée. Cette madrasa, je ne vous ai pas donné les dates, a été construite bien avant la mosquée. La mosquée date de fin du XVIIIe siècle. Mais la mosquée est antérieure et finalement les strates se sont superposées petit à petit et ça n'a pas été fait en une seule fois. Donc la deuxième partie, bien ancrée dans le tissu urbain, c'est la petite mosquée avec son espace de Shabestan qui est la salle de colonnades pour la prière d'hiver et les cours à l'air libre où on peut prier l'été. Là, c'est le cheminement vers la coupole, vers l'intérieur, effectivement, de cette mosquée. Et ça, ce sont les incrustations de marbre dont je vous parlais. Donc ici, on voit à travers ces coupes les différentes strates dont on parlait. Ça, c'est le niveau de la rue, un peu surélevé pour aller sur cette mise en scène de terrasse qui après descend un demi-niveau pour apporter la lumière dans ces espaces. Et ça, ce sont les petites fenêtres qui laissent passer la lumière à travers le marbre.
Et après, on descend encore. Ici, on peut continuer en allant vers la mosquée. C'est le niveau de la mosquée. Sinon, plus bas, ici, on est dans la madressée. Et la madressée a aussi un bout de sous-sol pour d'autres besoins, notamment des besoins de rafraîchissement. Ce travail de strates et d'incrustation dans le sol, ça vient évidemment aussi par un phénomène climatique. On est au bord du désert, on est à la recherche de la fraîcheur. Et déjà à cette époque, on pensait à l'inertie de la terre qui était autour, qui apportait cette fraîcheur et qui permettait aussi, à travers ces tours de vent, aller rafraîchir une citerne qui est en sous-sol et apporter de l'air frais pour les étudiants de la madrassée qui dorment là à longueur d'année. Le plan, toujours le même trajet. Ce qui est super intéressant, c'est l'épaisseur de ces murs dans lesquels sont incrustées les chambres des étudiants qui sont là avec leur petite terrasse pour étudier. Là, en voilà un. Il y a toujours des petits ornements et un peu de mosaïque. Et effectivement, il y a une notion, pardon, je viens à l'image d'avant, il y a un phénomène climatique, mais il y a évidemment aussi un phénomène de pudeur, de recherche de l'intimité qui est lié à la religion, qu'on ne peut pas non plus nier dans ce type d'architecture traditionnelle. Cette photo est super intéressante parce que ça montre un peu ce travail de torchis et de briques. Dans les textes que j'ai trouvés, ça a été bien précisé que la mosquée Orobozurg avait été construite avec la terre sur laquelle elle a été faite. Donc, c'est très finalement un phénomène auquel on revient aujourd'hui et nous autres, les architectes d'aujourd'hui, on essaye de faire ça et d'être dans le réemploi de la terre du terrain. Ce qu'on voit ici, c'est que toute la ville a la même couleur de cette terre. C'est ça qui est magnifique. Tout à fait un autre contexte, un autre pays. La transition, vous allez la comprendre, c'est vraiment en 2010, nous avons été contactés pour intervenir, participer à un concours de construction d'un repos maternel, de créer une extension à un repos maternel. C'est un bâtiment qui héberge les femmes avec leurs enfants en difficulté, c'est un foyer en fait, en attendant de leur trouver d'autres hébergements, du travail, etc. Souvent, il faut les mettre à l'abri de leur mari ou du père de l'enfant, violent ou autre. Donc, ce repos maternel est au milieu d'un parc et très paisible, propice effectivement à une reconstruction et repli sur soi nécessaire à cette étape de leur vie. Et ça nous a un peu embêtés de voir que ce château, qui n'était pas une merveille architecturale, mais ça avait sa place au milieu de ce parc, et construire 2 bras d'extension à ce château nous posait question. Et la spécificité de ce bâtiment, c'était qu'il y avait 2 étages de chambres et un étage en entresol, un peu en cour anglaise, qui était intéressant, qui nous a donné des idées de venir l'étendre, cet entresol, et faire cette proposition de travailler avec le sol et étendre le parc de sorte à garder toujours cet édifice qui sort au milieu du parc, tout en apportant des espaces communs pour rechercher pour ces chambres. Parce qu'en bas, ils n'avaient que quelques espaces de laverie et cuisine, mais pas vraiment des espaces de détente.
Sur mon écran, je vois un tremblement, j'espère que vous n'avez pas ça. Quand on Là, le travail a été fait, le bâtiment a été fait et c'est là où nous nous sommes un peu inspirés de cette mosquée à Robozorg. L'idée, c'était de marcher sur ce parc, s'approcher de ce château et de ne pas s'apercevoir qu'il y a tout un niveau qui avait été construit pour abriter ces espaces communs. Et quand on s'approche sur cette galette qu'on a posée au niveau du parc, où on a creusé dedans, on aperçoit ce patio devant ce château. Là, avec une vue aérienne, on l'aperçoit un peu mieux. Et là encore plus. Donc nous avons créé un niveau de terrasse en R+1 qui vient rejoindre la topographie du parc qu'on a un peu retravaillé pour pouvoir créer un peu de ballonnement pour rejoindre cette terrasse. Et après en bas, les enfants peuvent jouer à l'abri des regards, mais sous la surveillance de leur mère et sans que quelqu'un puisse venir les embêter, les enlever ou autres, qui sont les craintes de ce type de programme. Donc nous avons déchaussé ce château, déplacé les terres, il y a eu un tri qui a été fait entre la terre végétale et autres, et on les a stockés à côté. Nous sommes venus construire donc les espaces en dessous, faire ce patio et le refermer avec un autre jardin qui là, dans ces photos-là, c'était vraiment la fin du chantier. Aujourd'hui, c'est un jardin qui est bien poussé, ça fonctionne super bien. Donc ici, vous avez les ombrières autour des espaces qui sont en cour anglaise. Et ça, c'est le patio qui est suffisamment bien dimensionné pour qu'on ait la lumière naturelle et qu'on ne se sente pas en sous-sol, en fait. Avec des espaces de salon, salle à manger, cuisine, salle de gym autour. Ça, c'est la vue depuis la terrasse, où on voit qu'on se fond dans le parc. Et ça, c'est le travail où on descend petit à petit. On apporte la lumière aussi autour. Et ça, c'est l'arrière du château où on a bouclé cette boucle de socle autour de ça. Ici, donc, c'est le niveau rajouté avec les ombrières, ce jardin créé qui vient se coller au bâtiment. Une vue de la terrasse d'en haut. Donc, quand on regarde le plan de masse, on voit la dimension du parc, le fait que le parc était constitué vraiment à chaque fois des bâtiments à l'unité comme ça. On leur a proposé de détacher le bâtiment d'administration pour réduire la masse à produire autour du château. Et cette partie rouge, c'est tout ce qui est caché sous notre galette. Donc, en termes de masse, vous voyez que c'était assez important et il fallait trouver l'astuce pour l'intégrer au paysage. Ça, c'est le plan de l'étage au rez-de-jardin, rez-de-patio, où on voit ces espaces communs, les chambres, les lavoirs, tout ça. Et après, aux étages, il y a 2 étages comme ça, de chambres et de salles de bain. Ce sont des T2, des T1. Ça fait des appartements très confortables parce que grâce au fait que c'est une réhabilitation, on a pu sortir un peu faire des surfaces plus importantes et plus généreuses, très éclairées avec toutes ces fenêtres autour. Et voilà l'insertion de ce projet dans le parc, dont l'inspiration vient de très très loin, de 5000 km de là, d'une certaine mosquée à Robozorg. Avec ce travail donc de sol qu'on voit au niveau de l'entrée. Et qui montre un peu que, comme le fait de manière très excellente, vraiment magnifique, Dominique Perrault, le groundscape
dont il parle. Et c'est une vraie ressource aujourd'hui de recherche d'inertie, de recherche de foncier, du respect du paysage, d'insertion d'un bâtiment dans le paysage. Et à chaque fois qu'on a l'occasion, on essaye de faire l'architecture par le paysage, euh, euh, comme le disait Michel Courageux. Voilà, j'espère avoir un peu répondu à la question de notre ami Sinan. Merci.